Fait que j'ai commencé à brasser du kombucha. C'était un peu une blague au début, mais je n'ai pas le choix de trouver ça très intéressant. Intéressant et frustrant. Parce que malgré toutes mes connaissances dans le domaine des micro-organismes, j'ai lu un livre sur les champignons, je n'arrive toujours pas à comprendre c'est quoi du kombucha. J'ai quand même certaines intuitions. Les voici. D'abord, je sais que le kombucha est un mélange de bactéries et de levures, soit des champignons. Je le sais parce que SCOBY, ça veut dire culture symbiotique entre bactéries et levures. En passant, le SCOBY, c'est dans le liquide, ce n'est pas la pellicule qui flotte sur le dessus, qu'on appelle communément la maman. Ça fait 30 secondes que la vidéo est commencée et je dois déjà faire une correction à propos de la SCOBY. Sur un groupe Facebook de kombucha, j'ai vu cette image et je trouvais que c'était une belle mise au point. On imagine souvent à tort que c'est la pellicule qui est responsable de la fermentation du kombucha, alors qu'en réalité, c'est tous les micro-organismes présents dans le liquide qui font le travail. La pellicule contient des micro-organismes, mais la définir comme étant la SCOBY est un peu réducteur. Mais si c'est réducteur, c'est pas pour autant faux. Et surtout, selon mes recherches, le terme SCOBY est toujours utilisé pour décrire la pellicule. Je pense donc que c'est correct d'appeler la pellicule SCOBY, mais gardez en tête que la symbiose de bactéries et de levures, ça occupe l'entièreté du bocal. Donc le kombucha contient des bactéries et des levures. Comme la maman flotte sur le dessus et qu'il faut laisser une bonne aération à la maman, j'en ai déduit que ce qui crée la pellicule respire de l'oxygène. Et lorsqu'on embouteille le kombucha, la fermentation continue, et ce sans aucun apport d'oxygène. Il doit donc aussi avoir dans le liquide quelque chose qui fermente de façon anaérobique. Alors voilà. C'était mes hypothèses. À l'instar de mon kombucha, on peut dire qu'elles sont un peu décevantes. Je suis donc allé sur Internet pour trouver de l'information sur ce procédé de fermentation. Hélas, je n'ai rien trouvé de substantiel. C'est comme si chaque site consulté n'était qu'une reformulation du site précédent. Je revivais étrangement ce que j'avais vécu il y a 2 ans en cherchant des informations sur les arbanois. J'ai alors réalisé que ce qui avait été mon salut pour la nuciculture le serait aussi pour le kombucha. Je suis donc retourné sur Google Scholar, le moteur de recherche des publications scientifiques, là où se trouvent les plus récentes découvertes de la science moderne. Re-bienvenue à Podcast et PowerPoint, le génial concept de vidéos YouTube dans lesquelles je vous raconte des publications scientifiques, le tout en faisant défiler du texte sous vos yeux. Installez-vous confortablement, fermez les yeux si le fait de lire un texte traduit de façon instantanée vous incommode, et plongez avec moi aujourd'hui dans l'univers fantastique du kombucha universitaire. On commence en force avec un article intitulé Understanding Kombucha Tea Fermentation a Review. Comprendre la fermentation du thé de kombucha. Génial. Par respect pour les auteurs, je vais les nommer. Sylvia Alejandra Villarreal Soto, Sandra Beaufort, Jaloul Bouadjila, Jean-Pierre Souchard et Patricia Taillandière. Déjà, le kombucha viendrait de Mandchourie, ce qui est très cool parce qu'on se rappelle qu'en faisant des recherches sur les noyers et les noisetiers, il y avait le noyer de Mandchourie ainsi que le noisetier de Mandchourie. C'est presque un crossover avec ma série sur les arbanois. Ce n'est pas les mêmes personnages, mais c'est les mêmes lieux. Several bacteries and yeast, donc le kombucha, il y a plusieurs bactéries et de la levure. Rien de nouveau là-dessus, on était déjà au courant. Oh, une puissante symbiose capable d'inhiber la croissance de bactéries potentiellement contaminatrices. Et ça forme une pellicule de cellulose polymérique créée par des souches d'acétobactère sp. On est encore juste dans l'entête et je vois qu'on est sur du solide. Study have also reported that the use of infusion from other plants may be a promising alternative. Donc, selon certaines études, on pourrait utiliser d'autres plantes que le thé pour faire du kombucha, des plantes. C'est cool parce que mon but ultime, c'est de faire un kombucha 100% local. C'est pour ça que dans les faits, je ne brasse non pas du kombucha, mais du jun, un kombucha sucré au miel plutôt qu'au sucre. Je ne sais pas si on doit dire June ou Jun, mais je vais dire June, parce que c'est le nom du chat de mes parents, June. Et en passant, le June, ça goûte meilleur, tout en encourageant l'économie locale. Quite complex and more research is needed in order to fully understand its behavior. Donc, c'est complexe et il faudra davantage de recherche pour bien tout comprendre. Je dois vous admettre que je trouve la prudence des chercheurs universitaires fort rafraîchissante. En cette ère de réseaux sociaux, où modération et tempérance n'excitent guère les algorithmes, cette réserve me semble fort opportune. C'était un très bel en-tête tout cela, passons au plat principal.
La fermentation est l'une des plus antiques méthodes pour préserver la nourriture, un système de conservation économique, ce qui est essentiel pour la vie et la salubrité des aliments. Oui, c'est vrai que le frigo, c'est récent dans l'histoire de l'humanité. La fermentation change le produit final. Très bien, très bien. Le thé du kombucha est obtenu par une culture symbiotique de bactéries d'acide acétique, soit les AAB, telles que les Comagataire-bactères, les gluconobactères et les acétobactères, ainsi que des bactéries d'acide lactique, ça c'est les LAB, les Lactobacillus et les Lactococcus, et des levures, telles que les Schizosaccharomyces, pombe, est-ce qu'on prononce ça en latin? Les Saccharomyces de Ludwigi, le Cloacara apiculata, les Saccharomyces cerevisiae, les Zygosaccharomycebelli, les Torulaspora del Bruyacli, ainsi que les Brettanomyces bruxellensis. Ma théorie, c'est que les Brettanomyces bruxellensis, c'est aussi des levures de bière qui ont été découvertes à Bruxelles, parce qu'on brasse de la bière à Bruxelles. Je vais faire ici une petite parenthèse. J'entends souvent des gens de mon entourage critiquer la science, comme quoi la science ne peut pas tout expliquer, car il reste encore beaucoup de mystères à éclaircir. Je comprends, mais je pense aussi que ces gens qui affirment cela n'ont aucune espèce d'idée de combien on a acquis des connaissances profondes dans plusieurs domaines. Je veux dire, les auteurs de l'article disent qu'il faut faire plus de recherches, et pourtant, je n'en suis qu'au 2e paragraphe et j'ai déjà l'impression qu'on a craqué le code microbien du kombucha. Identifier les bactéries et les levures, c'est sûrement quelque chose d'assez simple à faire, qu'on fait probablement depuis très longtemps. Mais j'aurais pu brasser du kombucha toute ma vie et jamais je ne me serais douté qu'il y avait toutes ces patentes-là dedans. C'est un processus de fermentation qui mène à la formation d'un biofilm flottant à la surface du médium de croissance dû aux activités de certaines souches de AAB. Les AAB, c'est les acides acétiques bacteria, donc les bactéries d'acide acétique. Les mêmes qui forment le vinaigre, je suppose, car dans le vinaigre, il y a de l'acide acétique. Ce qui serait logique aussi parce que les vinaigres forment aussi des mers vinaigres, donc ma déduction semble bonne. Mais le kombucha contient en plus des acides acétiques, des acides gluconiques, tartariques, maliques et en plus petite proportion des acides citriques. Actual food trend, donc la mode c'est de manger des aliments transformés au minimum, sans additifs, avec une grande valeur nutritionnelle et des bénéfices pour la santé, que blablabla. On parle de probiotiques. Le kombucha est une combinaison de 3 types de fermentation, alcoolique, lactique et acétique. Donc, les micro-organismes osmotolérants, ça doit être des trucs qui vivent dans l'eau, et ultimement, il reste les choses qui résistent au milieu acide. C'est le cycle du kombucha. Les bactéries et les levures présentes dans le médium créent une puissante symbiose capable d'inhiber la croissance de micro-organismes contaminateurs. Je pense que c'est ce qui me plaît le plus dans le kombucha. Si vous me connaissez un peu, vous devriez savoir que j'ai un peu de difficulté à suivre les procédures. Voilà pourquoi j'ai besoin de loisirs résilients. Je cultive de la consoude et de la rhubarbe plutôt que des orchidées, par exemple. Le kombucha, en fait, c'est la mauvaise herbe des fermentations. Pour brasser de la bière ou du cidre, il faut faire très attention. Tout désinfecter pour éviter que, justement, notre jus ne devienne du vinaigre. Avec le kombucha, les bactéries du vinaigre sont dans notre équipe. Ce qui est cool parce qu'elles sont super fortes, les bactéries acétiques. Mais alors pourquoi? Pourquoi je ressens ce vide à l'intérieur? Bonne question. Être le plus fort du monde, c'est relou en fait. Et crois-moi, je sais de quoi je parle. Sous des conditions aérobiques avec de l'air, la symbiose du kombucha peut convertir le sucre et le thé dans une période de 7 à 14 jours en un breuvage légèrement carboné, un peu sûr et rafraîchissant, qui est composé d'acides, de 14 aminoacides, des acides aminés, de vitamines et d'enzymes hydrolytiques. Le gin que je brasse met 5 jours avant d'être prêt. C'est plus rapide avec du miel. J'ignore si c'est parce que le miel est plus facile à dégrader. Je sais que lorsqu'on veut sucrer une bière ou un cidre, il faut rajouter du fructose, parce que la levure ne sait pas dégrader le sucre de canne. Si on ne met pas de fructose, on peut toutefois mettre du miel.
Donc, les levures semblent digérer plus facilement le miel. Ça a peut-être un rapport à pourquoi c'est plus rapide faire du jun que du kombucha. Sinon, des acides aminés, c'est genre ça qui fait des protéines. C'est donc étonnant parce que le sucre du kombucha devient éventuellement des protéines. Je lisais dans le tableau 3 mg de protéines par 3 ml. Ça veut dire que si je bois 1 litre de kombucha, je mange 3 grammes de protéines. Ce qui est vraiment pas grand-chose. Mais si on regarde combien il y a de protéines dans le miel à la base, on parle de 0,3 g par 100 grammes, soit 3 grammes par kilo. Autant que dans un litre de kombucha. Mais on ne met pas 1 kilo de miel dans un litre de kombucha. Donc, le kombucha transforme réellement les sucres en protéines. Ce qui est quand même cool. C'est comme si la fermentation venait complexifier les aliments, les diversifier. However, the composition and metabolite concentration are dependent on the inoculum source, the sugar anti-concentration, the fermentation time, and tous les changements vont changer le produit final. Oui, donc tout influence le kombucha. Les levures transforment le sucre en éthanol. Oui, c'est le cas pour le cidre. L'industrie utilise communément les Saccharomyces cerevisiae parce qu'elles sont efficaces, mais les non-Saccharomyces sont de plus en plus utilisés dans les fermentations pour enrichir le profil aromatique ainsi que pour rehausser la complexité et le kinétique du produit final. Ça, c'est bon à savoir. Le monde des bières et des vins, ils ont fait un beau travail de recherche sur les levures. Ça ne m'intéresse pas nécessairement d'explorer ce monde-là, mais si certaines levures donnent des goûts intéressants au kombucha, je serais curieux d'expérimenter. Donc, les non-Saccharomyces. On voit qu'il y a énormément de choses à lire là-dessus, mais rapidement, ça a l'air assez intéressant. Entre autres, ça contribue à la complexité organoleptique. Il y a un mot savant. Ça développe des activités enzymatiques d'intérêt. Et ça peut désacidifier, favoriser la production, la formation d'arômes variétaux et produit peu d'acidité volatile. Je ne sais pas si le fait que ce soit moins acide va nuire aux bactéries. Est-ce que ça va donner un goût plus complet ou ça va juste rater la fermentation? Ça, il faudrait laisser pour voir. Donc, il y a plusieurs espèces et genres de levures dans la culture de kombucha, telles que les Zygosaccharomyces, les Candida, les Cloaquera Hansenjaspora, les Torulaspora, les Pichia, les Brettanomyces deckera, les Saccharomyces, les Lanchella, les Saccharomycoïdes, les Schizosaccharomyces. Qu'est-ce qu'une Schizosaccharomyces? Et les Cluveromyces. J'aimerais ça savoir parmi ces levures lesquelles sont des Saccharomyces et lesquelles sont des non-Saccharomyces. Je suis pas mal certain que la Zygosaccharomyces c'est une Saccharomyces, mais la Candida ou la Cloaquera, on est dans le Saccharomyces ou dans le non-Saccharomyces? Donc, plein de sortes de levures dans le kombucha, mais surtout des Zygosaccharomyces à 84%, des Deckera à 6%, des Pichia à 5%. Il manque un autre 5%, c'est sûrement un peu du reste. Et le biofilm contient aussi des levures. Là, je suis un peu perdu. Le film est créé par des acétobactéries, mais des levures vivent dedans pareil. Est-ce que ce sont des levures qui respirent de l'oxygène? Une seule façon de le savoir. Candida krusei. Bon, pour ceux qui veulent être à jour dans leur connaissance des levures, le Candida krusei s'appelle maintenant le Pichia kudriavzevi. C'est un champignon qui est présent dans la production de chocolat. Oui, parce que c'est vrai. Le chocolat, le cacao, en fait, c'est fermenté. Pour qu'il puisse perdre son amertume, il faut le faire fermenter, entre autres avec cette levure. Et il paraît que du chocolat dans le kombucha, c'est vraiment bon. Peut-être que c'est parce que dans le chocolat, il reste des Pichia kudriavzevi qui donnent un goût intéressant à notre kombucha. On va revenir à l'article. La bactérie dominante du kombucha, c'est les AAB, les bactéries, les acétobactéries. Je pense qu'on peut dire que c'est des acétos. Donc, la bactérie dominante du kombucha, c'est les AAB, une bactérie aérobique qui utilise l'alcool pour former de l'acide acétique. Ces bactéries, contrairement aux levures, requièrent de larges quantités d'oxygène pour croître. Plusieurs types de bactéries peuvent produire de la cellulose microbienne, telles que Aérobacter, Agrobacterium,
Azotobacter, Rhizobium, Salmonella et Gluconacetobacter. C'est drôle que plusieurs bactéries peuvent faire de la cellulose microbienne. J'aurais cru que c'était quelque chose de plutôt unique, mais en même temps, peut-être que ces bactéries-là sont pas mal toutes dans la même famille ou le même genre ou le même... Il y a un nom pour ces affaires-là. Taxonomie. On parle aussi des salmonella. Il y a donc de la salmonellose dans les kombucha. Je suis allé lire là-dessus parce que j'étais curieux. J'ai trouvé une étude, encore une fois, très, très intéressante. En gros, des chercheurs ont acheté 4 kits de préparation de kombucha et ils les ont inoculés avec de la salmonellose et du E. coli pour voir ce que ça faisait. La population de salmonellose dans le kombucha a diminué de façon significative après une journée et continue de diminuer jusqu'au 10e jour de fermentation. La population initiale de STEC, ça c'est la E. coli, était plus stable que la salmonella durant les premiers stages de fermentation, sans réduction significative avant la 3e journée. Et c'est ce qu'on voit un peu dans le tableau. Dans le thé simple, sans kombucha, les bactéries survivent. Mais quand elles sont dans le kombucha, elles finissent par mourir. Ce qui confirme que le kombucha, ça tue tout. Mais non. Parce qu'en fait, ça dit que death of Salmonella and STEC in kombucha is not correlated with indigenous microbiota. C'est donc pas lié avec les bactéries indigènes, mais plutôt death of Salmonella and STEC in kombucha is correlated with a decrease in pH. Donc, c'est l'acidité qui tue ces deux bactéries-là. Mais alors pourquoi? Pourquoi je ressens ce vide à l'intérieur? Bonne question. En même temps, c'est aussi probable que les bactéries du kombucha inhibent la croissance d'autres bactéries et d'autres champignons. Les scobies du kombucha ne vont donc pas tuer les E. coli ni la salmonellose, mais peut-être qu'ils sont capables de tuer d'autres choses. L'important de retenir tout ça, c'est que si on brasse du kombucha chez soi, il faut quand même respecter les règles d'hygiène élémentaires. Ici, on parle de l'oxydation du glucose en acide gluconique dans le liquide, ce qui crée la pellicule. Les bactéries produisent la cellulose à partir de n'importe quoi, du glucose, de l'éthanol, du sucrose et du glycérol, par exemple. Je comprends pas trop comment ça marche, mais ça peut retenir 200 fois son propre poids en eau, ce qui serait parfait pour faire des couches écologiques. Au début, les bactéries qui produisent la solution se multiplient en respirant l'oxygène dissous dans le liquide et elles produisent de la cellulose. Mais seules les bactéries à la surface, exposées à l'air, peuvent continuer de faire de la cellulose et donc faire la pellicule. Ça veut dire que les bactéries qui produisent de la cellulose et donc le film sont présentes partout, mais il y a juste celles qui sont en contact avec l'oxygène qui continuent d'en produire. Donc, si on soufflait de l'oxygène dans le kombucha, on se retrouverait avec des gigantesques pellicules. Je pense. Ce qui serait pratique pour faire des couches réutilisables. Et une gigantesque maman kombucha. Puis la pellicule va s'épaissir jusqu'à ce que les bactéries n'aient plus d'oxygène. Et les bactéries vont tomber en dormance. Ça veut dire que c'est pour ça que si tu prends du liquide de kombucha et que tu en fais une nouvelle batch, elle va refaire sa nouvelle pellicule. Elle a pas, sont là. Ils sont en dormance, les bactéries qui forment la pellicule. Les fibres de cellulose sont 100 fois plus petites que celles des plantes, absorbent 100 fois plus d'eau et elles sont claires parce qu'elles ne contiennent pas d'hémicellulose ni de lignine. Un haut degré de cristallinité, quand les cristaux se forment, ça veut dire qu'il y a des cristaux de cellulose dans le kombucha. Ça, c'est parfait pour le marketing ésotérique. On parle d'application médicale de la pellicule. Pas question de couche réutilisable, mais d'application médicale. J'ai cherché vite, mais j'ai pas vraiment compris c'était quoi. Je vais y revenir peut-être plus tard. Et ça, c'est un beau tableau. Pablo Picasso. Un beau tableau. Le glucose devient de la cellulose. C'est simple de même. La mort et l'autolyse des cellules de levure relâchent des vitamines et détriments qui stimulent la croissance d'importantes bactéries. C'est cool parce que les levures mangent le sucre, les bactéries se nourrissent des levures et nous, on mange les bactéries après. C'est comme le cercle.
Jusqu'à aujourd'hui, plusieurs autres espèces ont un rôle, mais qui n'a pas été caractérisé parce que blablabla, c'est compliqué, donc c'est dur à comprendre parce que c'est compliqué. Dans le cas du kombucha, les levures et les bactéries travaillent en parallèle pour former du thé fermenté et le biofilm. Donc, le thé de kombucha et la mama kombucha sont bien deux choses différentes. Il y a des interactions entre les deux, mais l'un n'est pas l'autre. Quand j'avais lu qu'on pouvait faire du kombucha sans mama, je trouvais ça étrange, mais je constate aujourd'hui que ça n'a rien de surprenant. Pourquoi est-ce qu'on a une aussi grande obsession pour la mama kombucha lorsqu'on fait du kombucha? Probablement parce que c'est quelque chose qui est visible, et comme on le voit bien et que c'est présent, on y accorde beaucoup d'importance, alors que tout le travail se fait de façon microscopique, invisible, dans l'ombre. La fermentation est influencée par plusieurs facteurs tels la température, le pH, l'oxygène, le CO2 dissous, l'operating system, si tu as Ubuntu, Windows ou iOS, le supply of precursor, le shear rate, la nature. Donc voilà, n'importe quelle variation de ces facteurs va changer la vitesse de fermentation ainsi que les propriétés du produit final. Hein? Donc on voit qu'on a beaucoup de facteurs, beaucoup de choses. On a beaucoup d'éléments à prendre en compte si on veut faire un kombucha. Vive la spontanéité, hein? Velikansky, Svetovic et Markov ont démontré que l'échinacée sucrée ainsi que la Winter Savory, la sarriette, pouvaient être utilisées comme source alternative d'azote, réduisant le temps de fermentation et permettant d'obtenir un breuvage caractéristique comparable. On peut donc utiliser de l'échinacée et de la sarriette pour accélérer le temps de fermentation. Ce qui me fascine surtout, c'est qu'on dit qu'on l'utilise comme source d'azote. Je pensais que le thé apportait des tanins, mais ça a l'air que ça apporte de l'azote. Je suis allé lire l'étude en question. Étrangement, dans l'étude, il me semble qu'on faisait plutôt référence à la mélisse et à la menthe comme plante. Comme ils disent, les résultats sont plus rapides lorsqu'on fait fermenter avec de la mélisse. Ce qui est bien, je vais faire d'autres recherches là-dessus parce que, comme je vous dis, j'ai vraiment l'intention de faire des kombucha avec des plantes locales. Surtout un kombucha qui serait fait au miel et à l'échinacée, ce serait vraiment très très vendeur comme aliment médicament. Fait qu'on peut faire du kombucha avec de l'eau de coco et on peut aussi en faire avec du jus de raisin. Sinon, une fermentation de 6 à 10 jours. Après ça, ça goûte le vinaigre. Généralement, la température du kombucha, c'est entre 22 et 30 degrés, mais eux autres, ils ont fait des fermentations de produits de lait avec du kombucha. Tea fungus, c'est du kombucha. Ils appellent ça du champignon de thé, mais c'est pas vraiment ça. À des températures de 37, 40 et 43 degrés. Et ils ont découvert que les plus hautes valeurs d'antioxydants, c'était obtenu à des températures de 37 et 42 degrés. Ça montre donc que fermenter le kombucha à haute température, ça produirait plus d'antioxydants. En même temps, ils ont comparé de 37, 40 à 43. Est-ce que ça en produit plus que si, par exemple, on le brassait à 22 degrés? Est-ce qu'on serait mieux de brasser le kombucha à des températures supérieures? Je sais pas. Je vais aller lire là-dessus peut-être plus tard. Et ici, l'article aborde des études qui ont été faites sur des rats pour évaluer l'impact sur la santé du kombucha. Définitivement, il y a des bénéfices à boire du kombucha. Les risques pour la santé aussi sont très très faibles. Il y a eu certains empoisonnements et certaines choses, mais il n'y a rien d'alarmant. Mais comme je suis fatigué et que la vidéo est bien assez longue, je vais revenir sur les bénéfices du kombucha. Surtout, je préfère lire ces études de façon sérieuse et rigoureuse avant d'avancer quelques bénéfices que ce soit. L'enthousiasme est parfois un bien mauvais juge. Sinon, voilà, c'était un article. Un seul article. J'ignorais qu'il y avait tant à dire sur le kombucha. Pour ma prochaine vidéo, je vais vous parler d'un autre article, plus simple, mais encore plus surprenant. C'est qu'en faisant des recherches sur le miel et sur le kombucha, je suis tombé sur un article où l'on parlait de mettre du pollen d'abeille dans le kombucha pour le faire fermenter et le rendre plus assimilable. Les résultats sont très concluants. Je vous reparle de cette étude dans une prochaine vidéo.